Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ça y est, encore un nouvel épisode, ça fait depuis début septembre qu'on a attaqué ce podcast. On en est déjà au show numéro 21. 21 comme Anderson et comme notre ami Jérémy Duclos du podcast précédent qui nous avait accompagnés pour l'après-course sur le SX de Tampa. Alors déjà bonjour à tous et merci de m'écouter comme chaque semaine. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que je suis en solo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode tout seul. Et voilà, c'est plutôt amusant. Donc, un épisode un peu plus léger. N'hésitez pas à l'écouter, à aller l'écouter quand vous allez sur un entraînement, à la salle ou quand vous faites de la mécanique. Toujours un plaisir. C'est bientôt la saison qui rattaque ici en France avec les courses. Prochain épisode Race Day au mois de mars. Vous verrez comment ça va se passer. À mon avis, il y a plein de choses nouvelles cette saison dans le podcast. Je rappelle que ce podcast est toujours sponsorisé par la marque de gants Blasphème. Blasphème, la marque de gants française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Le podcast est toujours sponsorisé par le site d'accessoires de pièces et d'équipements Omoto qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site Omoto au-moto au pluriel.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. Après les présentations faites, on va pouvoir attaquer enfin ce podcast sur l'après-course d'Auckland. Auckland qui était la deuxième épreuve à l'origine et qui avait été annulée, vous vous en souvenez, pardon. On en avait parlé à Anaheim que c'était très boueux et si ça allait avoir lieu. Ça n'a pas eu lieu, ça a été reporté à cette semaine qui devait être à la base une semaine de pause. Et puis là, voilà, il a vraiment fait grand beau, c'était vraiment une belle épreuve. Donc on va décortiquer, analyser tout ça, les moments forts, la perspective que prend le championnat, ça va être assez intéressant. Avant d'attaquer par l'après-course en lui-même, je voulais vous dire que le site lecrossman.fr était en construction. Il sera bientôt disponible. Donc voilà, restez connectés sur les réseaux. Continuez d'écouter les podcasts, abonnez-vous et partagez et parlez-en autour de vous. Le site internet va bientôt sortir, sur lequel vous pourrez trouver évidemment tous les épisodes du podcast, un aperçu des réseaux sociaux, de la chaîne YouTube du podcast du Crossman, et aussi un forum. Voilà, ça serait l'occasion entre tous les pilotes français et tous les amateurs de MX d'échanger. Donc j'ai mis en place un forum sur ce site, comme peut y avoir sur d'autres sites américains. Donc voilà, j'ai pris quelques idées, des idées que j'avais à la base, des idées d'autres sites qu'il n'y a pas en français, et je vais les mettre dans ce site. Donc surtout, restez bien à l'affût, ça va sortir assez rapidement. Déjà, la première chose à noter sur ce SX, c'est que c'était un circuit très long, les temps autour étaient assez élevés, au-delà de la minute, on avait des phases qualif en 1 minute 5. C'était plutôt élevé pour un SX. D'habitude, on est plus dans l'ordre de entre 50 et 1 minute. Donc là, il y avait vraiment des temps autour assez longs. La terre était quand même bonne, mais par contre, le terrain était extrêmement difficile. Vous avez certainement vu, il y avait 2 séries de whoops avec des whoops très raides, très hautes, extrêmement difficiles pour les pilotes. Le Dragon Back, on n'en parle même pas. C'était juste imprenable pour le commun des mortels. Nous, à mon avis, on arrive devant, on se dit, bon, écoute, même en enroulant, c'est chaud. Là, il devait se lancer dans les 2 séries de whoops sur le Dragon Back.
Pendant les chronos, on a vu que pas mal de monde driblait, et au fur et à mesure que la journée passait, il commençait à sauter. Donc sauter les whoops d'abord, et même après sauter le dragon back. C'était vraiment assez intéressant de voir un terrain compliqué comme ça. Et surtout une section, voilà, une rhythm section comme ils disent, une section d'enchaînement qui était vraiment très longue et inhabituelle. Ça faisait tout le tour de l'enceinte du circuit en fait. Et il y avait 19 sauts dans cette section, dans cet enchaînement. Et c'était vraiment, voilà, il y avait plein de rythmes possibles. Et au final, tous les pilotes ont tout essayé. Et c'est dit, voilà, il y a plutôt un rythme qui est sorti du lot. Mais des fois, il y en a qui essaient de changer, pardon. Donc très intéressant, les gars du Dirtworks Track Crew ont fait un super boulot pour vraiment sortir un circuit qui change de l'ordinaire. À noter aussi, avant de parler des courses, que Jason Anderson a pris du sursis suite à l'incident de la semaine dernière contre Justin Barcia. Il a évoqué dans les interviews d'après-course qu'il a clairement fait tomber euh, parce que, enfin, volontairement, voilà, juste parce qu'il aime pas, il a clairement fait tomber. Il pensait pas tomber aussi, donc c'est vrai que voilà, c'est dommage de prendre du sursis sur des actions comme ça. C'est quand même dommage. Les gars de Kawa, à mon avis, ils devaient pas être très contents. Ils l'ont fait savoir, c'est pas comme ça qu'ils veulent que Jason Anderson représente la marque. Ils lui ont fait savoir, ça a dû chauffer après la course, à mon avis. Ils veulent pas qu'il y ait voilà, que Kawa soit reconnu pour avoir des pilotes qui, voilà, qui race hard, comme ils disent les ricains, qui font des actions comme ça très agressives. Kawa très déçu, qui l'a fait savoir dans les interviews sur cette action de Jason Anderson. Avant d'attaquer les finales, le résumé des finales, comme d'habitude, c'est le moment des moments forts. Les moments forts que j'ai relevés sur cette épreuve, c'est notamment la hit one des 2,5, où on a pu voir que Jet Lawrence, voilà, il est mature dans son pilotage, il le montre comparé à il y a 2-3 ans. Il était derrière McAdoo, et il est resté derrière McAdoo pendant longtemps dans cette manche. C'était vraiment impressionnant. On aurait pu croire que d'habitude, les pilotes de 2,5, les pilotes fougueux, c'est vrai qu'ils mettent du gros gaz pour passer devant le pilote et pour essayer de s'échapper. Lui, il n'a pas paniqué, il a observé le pilote de devant, il a regardé toutes les traces qu'il y avait, il a testé plein de choses, il a testé plein d'enchaînements, plein de rythmes différents pour se mettre, voilà, pour se mettre dans le rythme pour le main event. Il a bien fait de faire ça, il a doublé Cameron McAdoo donc à la fin de la hit pour se garder une petite marge et pour gagner la hit, pour avoir une bonne place sur la grille. On a vu même qu'il a essayé un quad juste avant la ligne d'arrivée. Mais voilà, le saut, à mon avis, les envoyait trop haut. Et donc déjà, le quad était dur à réaliser pour gagner très peu de temps, parce qu'en fait, il était tellement haut qu'il restait trop longtemps en l'air. Et en plus, à l'atterrissage, il fallait être précis, sinon il se faisait mal au poignet. Voilà, un truc de malade, même avec les suspensions de SX. Donc, il a essayé plein de trucs, il a prouvé qu'il avait la maturité nécessaire pour passer en 4,5. Vraiment bien joué de sa part. 250 hit one de Jet Lawrence. Le dernier tour aussi de la hit one des 450, il a été super intéressant parce qu'on a vu que Rogzen, après un bon départ, il a su gérer les tours. Il a su appliquer son pilotage sans faire trop d'erreurs. Le terrain n'était pas encore défoncé outre mesure. Mais voilà, Anderson l'a rattrapé au dernier tour. Est-ce que, vu qu'il était en sursis, ça a joué? Il a porté une attaque. Il s'est montré un poil timide. Voilà, il n'a pas voulu le découper en deux. En même temps, c'est la course. Et moi, c'est la course que j'aime. Montrer sa roue, pourquoi pas une petite touchette, mais pas le couper en deux là. S'il avait voulu, il aurait pu, il l'a pas fait. Et ça s'est terminé, voilà, ça s'est terminé très serré. C'était vraiment une belle course pour la hit one des 450. Et après aussi à noter, pour la hit 2 des 450, l'action de Tomac qui passe Webb à la sortie des whoops et Sexton
à la sortie du Dragon Back. Ça, c'était une des actions fortes de la journée et de ce SX. Euh, et une très belle action de pilotage. Il a regardé loin devant. Tomac était 3, Sexton premier. Et donc, Webb va pour passer Sexton à la fin des whoops. Tomac coupe à l'intérieur. Il double Sexton. Non, il double Webb, pardon. Et après, il doublera Sexton en recoupant à l'intérieur après le Dragon's Back dans l'autre virage. Très bon pilotage de la part d'Eli Tomac qui montre qu'il est un vétéran de la catégorie. Avant de passer au résumé et au moment fort des finales, je rappelle que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème qui propose des gants minimalistes qu'on peut personnaliser sur les phalanges. Je vous invite à aller voir sur le site blasphème.co. C'est des super gants, du coup j'ai plus que ça et je peux plus m'en passer. Et également, le podcast est sponsorisé par le site d'accessoires Omoto. Vous avez des pièces à acheter, de l'entretien, une moto à rénover. Allez sur o-moto au pluriel.com. Ils font vraiment des très bons prix toute l'année. Et on les remercie grandement de sponsoriser ce podcast. Le Main Event 250. Donc on a vu un très bon départ des trois principaux protagonistes du championnat. Avec M. Shire devant McAdoo et Jet derrière. Qui observait les deux devant, qui tâtaient un peu le terrain et qui regardaient comment le terrain s'était défoncé dans cette finale. Donc les trois partent devant. Derrière, on avait Pierce Brown qui roulait bien au milieu de finale. Il a fait un bon début de manche. Et en début de finale, on a vu qu'il était... au milieu de finale, pardon, il était 4ème. Il revenait sur Cameron McAdoo. Donc très bon pilotage de Pierce Brown qui avait connu une grosse chute à Anaheim 1 en heat. Voilà, il avait vraiment mal commencé la saison. Et là, il s'est plutôt bien révélé sur cette course. Même s'il est tombé... Cameron McAdoo, après, le fait tomber à la sortie des whoops alors que Pierce Brown venait juste de le doubler. Et en remontant après, il est encore tombé tout seul. Pierce Brown qui finira à la 5ème place. Très bon pilotage de Pierce Brown. Ça fait quand même quelques années qu'il est dans la catégorie. On aurait aimé qu'il fasse un peu mieux, évidemment. Mais bon, voilà, avec son collègue Mosiman sur l'autre côte, Pierce Brown, 5ème place lors de cette finale. Très bon pilotage. Le moment fort après de cette finale, au final, c'est quand RJ Hampshire tombe, j'ai envie de dire malheureusement, comme d'habitude, comme souvent, il nous habitue trop aux chutes. Il tombe après l'arrivée dans un virage à gauche à plat. Il était premier, il passe 3ème juste après cette action. Il perd l'avant vraiment tout simplement, il rate l'ornière. Donc c'est vraiment dommage de faire des erreurs comme ça à ce niveau-là pour RJ Hampshire, parce que c'est un pilote très rapide, il le montre tous les week-ends et il y a toujours quelque chose. Il avait perdu la main du guidon une épreuve avant. Là, il fait une erreur vraiment de débutant, enfin pas de débutant, mais une erreur d'inattention en loupant cette ornière. Il tombe et il terminera à la 2ème place de cette finale. Et après, c'était les principales actions de cette finale. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'était une finale tout de même intéressante. Surtout au point de vue de la piste et de l'évolution de la piste. On a vu que les meilleurs pilotes mondiaux avaient du mal à s'exprimer sur cette piste d'Auckland, avec de la terre meuble, des grosses ornières et des séries de whoops très difficiles, des enchaînements longs. Et celui qui est sorti du paquet, c'est évidemment l'Australien Jet Lawrence sur sa Honda du HRC, qui a fait encore une fois preuve de maturité comme dans sa hit, qui a regardé comment ça se passait, qui a profité de la chute d'Hampshire pour passer 2. Après, il doublera McAdoo dans les whoops. Quand McAdoo essayait de dribbler les whoops, lui il les a sautés. McAdoo a fait une erreur pour passer à la première position de cette course. Et il termine avec 15 secondes d'avance quand même. Je trouve que voilà, qui pourra le détrôner cette saison, Jet? Ça va être dur. 15 secondes d'avance, à mon avis, on avait l'impression qu'il roulait à 80-85% de ses capacités. Ça va être quand même dur d'aller les chercher. Les autres, ils donnaient peut-être plus et voilà, ils étaient relégués loin derrière. 15 secondes d'avance.
voilà, 15 secondes d'avance, ça fait mal quand même, hein, quand on espère aller chercher le gars et qui gagne tous les week-ends, sauf les Triple Crown, parce qu'il n'est pas trop à l'aise. Il compte maintenant 20 points d'avance sur RJ Shire et 21 sur Cameron McAdoo. Donc il a un petit matelas pour gérer. Et voilà, ça, c'est que de bon augure pour la fin de la saison. On verra comment ça se passe dans les East-West Showdown avec son frère, là, quand les deux côtes vont se réunir. On a vraiment hâte. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez qui va gagner dans ces confrontations. Ça serait assez intéressant de voir et on manquera pas ça sur le Crossman, hein, ça c'est sûr, hein, on va... Et pour le reste du classement en 250, on a Levi Kitchen qui a fait une très belle course, qui termine à la 4e place, qui donc doublera Max Voland à mi-manche, qui profite de la chute de Pierce Brown et qui restera à cette 4e position. Très belle perf pour le gagnant de Anaheim 2 du triple Crown. Pierce Brown à la 5e place sur sa gaz-gaz. Enzo Lopes sur sa Yam Club MX termine à la 6e place. Donc bravo à lui, encore une belle performance. Il est régulièrement, on a vu qu'il avait fait 4e à une épreuve, la 6e. C'est pas mal, va falloir qu'il continue avec cette constance. Max Voland, 7e place. C'est pas mal, hein. Peut-être que KTM attendait mieux, le team officiel KTM attendait mieux de lui. S'il fait des 7e places constamment, à mon avis, ça va aller, hein. On sait qu'il est en fin de contrat cette année-là qui arrive. Donc belle performance pour le jeune Max Voland. Et voilà à peu près tout pour la catégorie 250. Pour passer à cette finale 450, hein, je vous ai dit aujourd'hui, c'était un épisode un peu plus détente, un peu plus court, en solo, tranquille, en vacances. Pour passer à cette finale 450, les faits marquants déjà au niveau du départ, c'est que comme en 2,5, les 3 qui sont devant au championnat sont partis devant. Sexton, Webb et après Tomac. Et le fait marquant du début de course, c'est surtout Cooper Webb qui nous sort un enchaînement d'outre-tombe après la 2e série de whoops et le virage à droite. Il attaque par un quad, donc tout le monde faisait triple sur le on-off là. Et Webb, il passe derrière le on-off, il fait quad, triple. Donc c'était vraiment rapide, c'était vraiment risqué parce qu'il fallait pas se mettre court, sinon c'était carton direct, il finissait sa saison. Fallait pas se mettre court, il l'a pas sorti à tous les tours, mais très très beau geste technique de la part de Webb. Vous imaginez la puissance qu'il faut sortir de la 4,5 pour en 5 mètres d'élan sortir un saut de 25 mètres dans un enchaînement de supercross. C'était vraiment très impressionnant de sa part. Donc après la manche, voilà, c'est construite petit à petit. Barcia revenait sur Cianciarulo qui a fait un bon départ. Cianciarulo qui s'est encore une fois fait détruire par Barcia. C'est dommage, hein, toutes les semaines c'est pareil. Barcia, il est obligé quand il double, de faire tomber le mec. Il a fait tomber un premier pilote, je me souviens plus lequel c'est, si c'était dans la finale ou en hit, je me souviens plus. Et là, il arrive, il remonte sur Cianciarulo, donc on se dit, voilà, il va l'avoir et tout. Comment il va faire pour le doubler ? Il arrive, après les whoops, il le pousse, il aurait pu continuer tout droit et le doubler tranquille. Bon, voilà, Cianciarulo n'aurait certainement pas pu revenir sur lui dans le Dragonback. Et non, en fait, il le pousse jusqu'à temps qu'il arrive sur les ballots de paille, l'autre. Il tombe, et puis même les commentateurs américains, là, ils rigolaient, mais ils rigolaient un peu jaune, en mode, mais c'est tout le temps pareil, quoi. Donc ça, voilà, c'est chiant, parce que du coup, ça a impacté la nuit de Adam Cianciarulo. Du coup, après, il était un peu perturbé, une fois qu'il a remonté sur la moto, il était loin. Donc voilà, tout ça, ça fait que, pour la course, c'est quand même moins bien d'avoir un gars comme ça. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Notre ami Jérémy Duclos de la semaine dernière, lui, il l'adorait, c'est son dieu. Mais moi, les actions comme ça, franchement, ça commence un peu à me saouler. Donc voilà, pauvre Cianciarulo, qui termine en dehors du top 10. Hein, il me semble qu'il termine à la 12e position de cette épreuve.
Donc voilà, c'est triste. Il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire entre 8 et 10 comme il nous a habitués à faire depuis le début de saison. On verra bien ce que ça donne à la prochaine course. Sexton qui commence à s'envoler, et à mi-manche qui avait 3,6 secondes d'avance quand même sur Tomac. Donc c'était une avance quand même confortable, il avait plus qu'à gérer. Et malheureusement, à 6 minutes de la fin, ce qui devait arriver arriva. Comme souvent, après la finish line, Sexton il perd l'arrière sur le petit triple 1. Il perd l'arrière et il chute tout simplement. Donc voilà, chute sans gravité. Il n'a pas abîmé la moto, il s'est pas abîmé lui. Mais quand il remonte sur la moto, c'est trop tard. Tomac est déjà passé. Mais il a quand même encore 5 secondes d'avance sur Webb. Donc là, tout le monde s'est dit, bon, il va rester 2, ou alors il va essayer de remonter sur Tomac. Ça semble quand même dur de remonter sur Tomac, en plus, vu l'état du terrain. Il va rester 2. Et on verra qu'en fait, non, à 5 minutes de l'arrivée, Webb avait 10 secondes de retard sur Tomac qui était premier. Il grattait du temps, on sait que Webb, les fins de manche, c'est vraiment son point fort. Il grattait du temps comme pas possible sur le leader. C'était très intéressant à voir. En fait, pendant que les autres ils galéraient, lui il mettait les bouchées doubles pour remonter. Et il finira par doubler Sexton avant la fin de la manche. Et il finira même à 1 seconde de Tomac. Tomac, dans le dernier tour, qui a fait une erreur juste avant le Dragonback, qui sort des ballots de paille, il revient sur la piste. Et là, on s'est dit, bon, là, faut faire les derniers enchaînements parfaits. Sinon Webb, il va revenir sur Tomac. Il n'a pas réussi, ça s'est terminé. Voilà, c'est joué à 1 seconde à la fin. Donc, encore une grosse performance de Webb. Je pense que Webb, cette année, il va être inquiétant sur toutes les épreuves. Vraiment gros pilotage. On sait, il coupe les ornières, il pilote vraiment bas dans les virages, il lâche rien. C'est vraiment le requin type. et voilà, en fin de manche, il a tout donné, il en peut jamais plus. Et c'est vraiment le gars, pour moi, qui a le meilleur mental du championnat. On verra bien ce que ça donne sur les prochaines courses. Roczen qui avait gagné sa hit, qui là est vraiment transparent en finale. Hein. Il fait vraiment une petite finale, on sait vraiment pas trop ce qui s'est passé avec Roczen. Est-ce qu'il avait un pépin physique ou est-ce qu'il avait un pépin sur la machine? Il termine 11e. C'est vraiment dommage de la part de Ken Roczen, qui termine juste devant Justin Cooper, le bon Justin Cooper, le rookie sur sa 4,5 Star Racing, qui termine à la 10e position. Donc vraiment dommage pour Roczen. Hein. C'est vrai qu'après cette hit, on pensait qu'il allait faire une super place, voire un bon top 5 sur cette finale. Et non, au final, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé pour cette finale. Pour finir le classement, on a encore Aaron Plessinger sur la KTM officielle qui termine à la 4e position de cette finale. Lui aussi, comme Cooper Webb, il monte en force. Tous les week-ends maintenant, il est là. Va falloir compter sur lui. Est-ce qu'il va pouvoir accrocher une victoire avec des circonstances de course? Oui, évidemment. Sinon, je sais pas. Mais là, le Aaron Plessinger, pareil, il est en fin de contrat à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Parce que c'est vrai qu'au début, il était assez timide sur le KTM. Maintenant, il montre qu'il a une bonne vitesse et qu'il est régulier. On manquera pas de suivre ça. Anderson, qui termine 5e devant son best friend Justin Barcia. 6e. Christian Craig, un peu mieux roulé cette semaine, qui termine à la 7e place. C'est vrai qu'avant, il était tout le temps en dehors du top 10. Là, il termine 7e, il a mieux roulé sur sa Husqvarna. Et Joey Savaggi, toujours dans le top 10 sur sa Kawasaki quasi stock. C'est vraiment une belle performance pour l'ancien pilote de Factory Kawa. Vraiment, grosse perf. Colt Nichols pour compléter ce top 10. Voilà, Colt Nichols 9 sur sa Honda. Lui aussi, hein, il a pas mal de choses à prouver. Il va falloir qu'il donne tout pour essayer de décrocher un guidon pour l'outdoor. C'en est tout pour ce compte-rendu des finales. Comme je vous l'ai dit, voilà, un épisode un peu plus court, un peu plus léger. Parce que voilà, j'étais tout seul, j'avais personne avec qui parler, avec qui analyser. Des fois, c'est pas mal de faire des podcasts tout seul. Ça change. Et en parlant de changement, la semaine prochaine, je vous réserve aussi un épisode un peu spécial avec un concept un peu nouveau. Vous me direz ce que vous en pensez.
On va essayer de faire ça, ça peut être pas mal, ça peut changer, surtout que là en ce moment il n'y a que des épisodes après course. La semaine prochaine ça sera un épisode après course, mais avec un format un peu différent. Donc vous verrez ça. Surtout suivez bien les réseaux sociaux, l'approche, le site internet lecrossman.fr qui approche. La semaine prochaine, on est de retour à Dallas pour la côte est, pardon, avec nos amis Hunter Lawrence, Hayden Deegan et toute la clique avec Nate Thrasher et tout. Donc ça va être intéressant de suivre ça. On prépare évidemment un épisode. Voilà, pour ce qui est de la côte Est aussi, j'ai vraiment du mal à voir qui pourrait détrôner Hunter Lawrence. On verra ça la semaine prochaine. À mon avis, s'il n'y a pas de chute, les choses vont rester un peu pareilles. Mais voilà, c'est du sport mécanique, on ne sait jamais. En attendant, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça fait plaisir. Merci aux 2 sponsors du podcast Blasphème et Omoto. Abonnez-vous, likez, parlez-en autour de vous, on ne sait pas où ça va nous mener. Évidemment, plein de nouveautés et plein de projets en cours pour ce début d'année. Et comme je vous l'ai dit, la saison de moto qui rattaque bientôt en France. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.